Et donc aujourd'hui, pour la présentation, c'est Quentin qui, voilà, vous fait coucou depuis l'avant de la salle là, qui va présenter. Et donc Quentin avait déjà présenté ses travaux il est en postdoc dans le labo. Il avait déjà présenté une partie de ses travaux de postdoc dans le cadre du séminaire PACRI. Mais là, ce qu'il va présenter aujourd'hui, bon, il vous expliquera le contexte, mais c'est comment on dit en français, un side project. Un side project, ouais, c'est voilà. Bizarrement, ils ont tendance à s'accumuler et toujours, et du coup, ça devient flou la ligne entre les side voilà, bon, bref, qu'il a réalisé dans le cadre d'un prix, voilà, un concours. Il a gagné. Techniquement, oui, on a. Et voilà, exactement. On n'était pas premier, on était deuxième ex aequo. C'est du détail. Donc. Voilà. Okay. Quentin, du coup, Ok, alors, boum, bam, boum. Il faut que tu partages l'écran. Ouais. Ok. Tout le monde voit l'écran? Oui, c'est bon pour nous. Ok. Merci pour l'intro, Laura. Du coup, alors, je vais faire la présentation en anglais. Ça m'évite de faire du franglais et de me perdre. Par contre, les questions après, on pourra faire en français ou en anglais, comme vous voulez. Ok. Right. So, yeah, as Laura was saying, this was basically a side project with other people from Pasteur, so Eve, Alexandra, Lula, and me. And so that was work that was done in the context of a data prize. So basically, we had a bunch of data sets, which I'm going to explain in a second, and then we had to do something interesting with them. So we tried to do that, and apparently it did work because we ended up being second for that prize. So yeah, it was an interesting project. But basically, the point of all this is we tried to think about the gaps in terms of global AMR surveillance, so surveillance of antimicrobial resistance, and how we could fill in those gaps. So surveillance is really the key if you want to understand the problem of antimicrobial resistance and identify how to best tackle it. If you don't know where the problem is, what the problem is, there's no way you're going to put in place the right interventions to tackle that. So there's a bunch of recent studies that have highlighted gaps in global AMR surveillance. So it's something that's known, it's a big limit. I'm sure, regardless of the pathogen you're working on, that you're aware of gaps in surveillance in your field as well. But for AMR, you do have initiatives that are trying right now to tackle these gaps, like big public initiatives. So a very well-known one is the GLASS program by the WHO, which essentially tries to collate resistance data from different countries around the world and put them all together in a single database. Right? And the value of this is it gives you one database with estimates for the proportion of different bacteria resistant to different antibiotics in different countries and over different years, but all in one data set. So it's very valuable whenever you want to think about the burden of disease or trying to maybe do some sort of trend analysis or projecting these sorts of things. Super useful. Problem is that these initiatives are still limited. So what you've got on the map on the right here is a map of the countries that you can get in the publicly available subset of WHO GLASS when we tried to extract it earlier this year. So as you can see, countries in blue are the ones included. Countries in grays are the ones where we don't have data in that database. So there's a lot of gray countries. So it's quite visual. You can see, there's a lot of gaps in there. So that's one type of data that you can look at to think about AMR, these sorts of big public initiatives. But there's actually something else that was the data that was presented to us as part of this prize, which is industry data sets. So industry data sets, basically the point of this is you have a lot of different pharma companies which they sell antibiotics. And as part of this, they do antibiotic efficacy monitoring. So basically, regularly, they make sure that their antibiotic is still working against bacteria that are clinically relevant. So what they do for that is that they collect isolates in clinical settings around the world in different places, and then they test them against different antibiotics. So you end up having these sorts of data sets at the isolate level, as the one I'm showing on the slide as an example. So I just made this up, by the way, but just so you get the format, basically in these industry data sets, you have a column which tells you the year, a column for the country, bacterial species, the type of sample that was where the bacteria was isolated from,
eventually you have info on the gender of the patient, on the age of the patient, and then you've got a lot of different columns on different antibiotics. And so for those of you not familiar with AMR, these different columns with antibiotic names on the right, then they're going to have numbers in them because it's what's called minimum inhibitory concentrations. So basically, for each isolate, you're testing them against increasingly high concentrations of antibiotics. And depending on if it's higher or lower than a certain threshold, then you would say the bacteria is susceptible or resistant to that antibiotic. So all of this to say, these databases have a lot of isolate level information telling you this bacteria isolated in this country on that year from this type of patient was susceptible or resistant to a whole bunch of antibiotics. In theory, that's a super valuable surveillance tool, right? So that was our thinking when we saw this. So to check that quickly, you've got that what just popped up on the slide here, which gives you an idea of, for 6 different industry databases, and with GLASS at the bottom here, the number of years, the range of the years, the countries, number of isolates included, pathogens looked at, and antibiotics looked at. So GLASS at the bottom here, you can see has a lot of isolates. It's a very detailed program because it gathers data at a national level. So you have a lot of isolates, but it's only covering 8 pathogens and 24 antibiotics. On the other hand, if you look at the industry datasets just above, the biggest one is the Atlas dataset by Pfizer, which is the first row. And you can see that has 83 countries, 345 pathogens, and 45 antibiotics. So just looking at those numbers, you know that these databases can play a role in reinforcing existing initiatives to survey AMR across the world. So that was our thinking then. So just a quick point on these databases. How did we come across them? So as Laura said before, it was as part of a data prize, but actually, if you're at some point interested in these types of databases, there's a company which is called Vivli, and their role is actually to facilitate the access of a whole lot of databases. So on AMR, but they also do a lot of stuff on clinical trial data that if you're interested in reusing that. So basically, if you go over there, you can just request these data sets that are available, and then you can just use them for whatever you're asking them to use for. And you just need to acknowledge the data providers. That's the only requirement. And that you'll see what this looks like. It's on my last slide, and it's not a very massive acknowledgement. So basically, if you're ever interested in this, honestly, give it a shot. It's super interesting. And again, I'm angling all of this presentation on these data sets, but I'm sure for whatever pathogen you're interested in, you could look into these sorts of industry databases. And if you get lucky, you're going to find basically a gold mine. So definitely worth thinking about. Okay, so these industry data sets then. So the first thing we did before even thinking about what's the value of these data sets and can we all try to combine them together like the GLASS initiative is trying to do, does it even make sense to try to do that? So what I mean by this is we tried to review the methodology of these data sets and check in all the different papers highlighted here. Again, so I've just dumped the references so you can look into them if you're interested in any of these data sets. But basically, these different papers highlight for each of the 6 industry data sets we looked at, they give you a bit of overview on the methodology. So how were the isolates collected and how were they tested for different antibiotics? So in AMR, that's a super important question because if you don't understand where your isolates, where your bacteria are coming from, you're not going to understand what you're looking at. What I mean by this is epidemiologically, you're going to find big differences in resistant prevalence between children, adults, high, low income settings, hospitals, community, etc. So it's super important to understand what you're looking at. So we did that, and the very first good news was that actually most of these data sets follow exactly the same method in terms of collecting and testing the different isolates that they look at. So all of them, they look at different combinations of bacteria and antibiotics, but almost all of them, they just basically take isolates from around the world, from different medical centers with whom they have partnerships, and then they bring it to test in a single lab. So they centralize all the testing in the lab. If you've ever done any sort of lab work on AMR or on anything actually with like testing, you would know that this is a super, super important point because
the way that you do these sorts of experiments. You can have little tweaks, little variations between labs, between technicians. So the fact that it's all done in the same lab, in fact, 4 out of all of these different databases use the exact same lab in the US for that testing, that's super interesting and super important. So for that, we were quite happy. But the big problem that we found when looking at all these things is that there's a big lack of clarity surrounding isolate selection criteria, which I literally just mentioned 2 minutes ago as like a massive, massive thing that you need to think about when looking at these data sets. So what I mean by this is, were the isolates collected amongst patients randomly following a predetermined distribution? Like, for example, we want 10 E. coli, 10 Klebsiella, 10 Staph aureus. Was it first come, first served? Did they just say, right, from September, we're gonna take all the isolates that come in? And so that only gives you information about a specific time of the year, and AMR can be a very seasonal problem, so it's gonna give you only part of the answer. Was it taken only in severe patients? Again, different sort of epidemiology there. So that's basically the big problem. So we thought, okay, there's something unclear here. So we need to understand how this could then reflect on the estimates for resistance rates that you could get through these data sets. So first thing is we said, right, we're going to do a bit like WHO. We're going to try to put all of these data sets together into one big data set, because surely that's a useful process in terms of then reusing that data, so you don't have to go looking in different elements. So first thing we checked, of course, before doing all of this was, is it really going to be worth it? Are we going to get more by trying to combine these different data sets? The answer is yes. So on the left, you find the map I showed you before. On the right, you have a map which shows you the coverage when you're trying to combine the different industry data sets and GLASS. Okay, so you can see a lot more color on the map on the right versus the map on the left. So you can still see a better coverage when you're trying to take all of these data sets into account. So obviously that's a good thing. Although do note the 60% unavailable still in terms of coverage worldwide. So still definitely not solving the problem there, but at least contributing to solving it partly. So that's 4 countries. And then on the bottom right, you've got a little map which looks at the WHO bacterial pathogens priority list. So that's a very big list by WHO telling you about the different bacterial species and resistances that we should be very aware of. And when it's in green, that means it's included in a data set. And when it's in, when just there's an X, that means it's not included. And so you see there's GLASS all the way on the right, and GLASS does not have all the combinations. But if you look across the different industry data sets, you can find some of these missing combinations in there. So what this is essentially telling you is that if you take all of these data sets together, you're potentially covering a lot more interesting combinations of bacteria and antibiotic resistances. Challenge with this, headaches. A lot of headaches to do with dataset formatting. So basically all of these different data sets have their own little choices in the formatting. So, you know, for some reason, one puts everything in capital letters, and then one puts everything in abbreviated form, and then one names a column's species and the other one calls it bacteria. So all of these little things mean we had to actually build something to try to harmonize and combine all of this together. So that's really the credits for that goes to Eve, who was the first one to try to build that pipeline. And yeah, I've spared you the R code in this presentation, but it's like a lot of data wrangling and manually changing labels to try to fit them all together. So that's what we did. So we built this pipeline in R to harmonize and combine the data sets, mostly using the AMR package in R. Fantastic resource if you're ever interested in looking at data sets which present isolate level information. This package is a great tool to sort of harmonize all of this, convert it to susceptible or resistance tables. So highly recommend it. So basically, you start off with these 6 data sets all in different formats. And so you do a bit of harmonization. Because the data sets are massive, you do need to say like, right, I'm only interested in these years, these bacteria, these antibiotics before you do the reformatting and the combination step. Otherwise, you're going to be doing that on like several 100,000 lines. So it's not going to cut it. You've got to be more specific. So then you end up with a bunch of data sets that are all in the same format, and then you can combine them into a single data set. And then once you've got all this, the last thing that we did is say, right, these data sets, can we trust them based on
what I said before about isolate collection criteria not being super clear. So to check that, we try to compare the resistance rates in these data sets to the resistance rates in glass. So a quick note on what the end result of the data looks like and then the comparison points with glass. Basically, once you clean everything up and you try to combine them into a single format, this is what it ends up looking at, which is basically the same format that you can find in glass. So really our idea there was to try to get something in the same format that we could compare, that we could eventually integrate all together. So now you're losing that sort of isolate level granularity, but you've got these estimates by country, year, pathogen, antibiotic for different resistances. And you've got number of total isolates and then number of resistant isolates. And then you've got a column that tells you which data all of this was taken from. And the last one is the WHO region for mapping purposes. So you get this big clean data set. So in glass originally, if you look at all the possible combinations they have about 6,000 unique combinations of years, countries, bacteria, and antibiotics that they look at, okay? Once we tried to see, right, what do we have in those industry data sets compared to glass, there was an overlap of 1,290 unique combinations for 5 bacteria, 17 antibiotics. What this means is that if you want to compare glass to the industry data sets, this is all you've got. You've got 1,290 unique combinations. Well, I mean, I say that's all you've got. That's a lot of combinations, actually. But yeah, so based on those combinations, we said, right, what is the agreement between glass and the industry data sets? So we made a bunch of plots that look like this. So on these plots, you've got at the top, the name of the plot is the bacteria that you're looking at, and then the color is the antibiotic that you're looking at. So here it's methicillin-resistant Staph aureus. And so what you've got on the x-axis is the resistance rate that you can find in glass, and on the y-axis is the resistance rate that you can find in the industry data set. Each point on this graph is a comparison point between glass and between all the industry data sets. So each point is one resistance rate for one combination of year, country, bacteria, and antibiotic that you can find both in glass and in the industry data sets. How do you interpret this then? Well, if the agreement between glass and the industry data sets was perfect, all of the points would be on that vertical line. Because if the resistance rate is, let's say, 80% in glass and 80% in the industry data sets, it lines up. It's on the diagonal line. So the further away you stray from that diagonal line, the worse it gets. So for this right now, Staph aureus and methicillin resistance, it's actually quite good. So you've got about 65% of all the comparison points that are within plus or minus 10%, plus or minus 10 percentage points of each other, and the mean difference is about 3 percentage points. So that's pretty good. So we did that for different pathogens, and that's what it looks like. So I'm going to just point out a few interesting things. So Staph aureus, I've already talked about. It's an example of good agreement. And then if you look right there for Streptococcus pneumoniae and benzyl penicillin, here that's an example of seeing more resistance in the industry data sets than in glass, because the points are on the left of that diagonal line. So here you've got resistance that's overrepresented in the industry data sets compared to glass. The opposite effect is also true. If you look over there, E. coli and ampicillin, now you're seeing that resistance is underrepresented in the industry data sets compared to glass. So what's the point of all this then? Basically, by looking at this comparison, by doing this comparison, looking at the agreement between glass and the industry data sets, I'm not saying that one is wrong and the other is right. Because truth is, we don't know. It depends what you're looking at. If I'm showing you resistance rates in an elderly population, but actually you're interested in resistance rates in children, it's irrelevant. So you're gonna find differences. So basically the whole point of this approach was to say, look, there are differences between these data sets. You need to understand them if you're ever gonna do any sort of work with these data sets. One more point on the agreement. We ended up looking quickly at how the agreement changes depending on how many isolates you have to inform the comparison.
what this plot is telling you is that the more isolates you have to compare, the better the agreement between GLASS and the industry data sets, which is also a very interesting point. And very quickly, if you take that exact trend but look by different regions of the world, you can see it holds pretty well for each of the regions. I think there's 2 which aren't statistically significant. But overall, yeah, it's a very consistent trend in terms of more data points means better agreement between GLASS and the industry data sets. So to sum up all of this, I should have completely said that at the beginning, but it's still work that is ongoing and in progress. So I'm happy to hear what you think about the value of all this, what you think would be interesting to look at as well. But for now, the point of this is that we've shown that industry data sets can fit in global AMR surveillance gaps. You've got comparable surveillance methodologies between all these different data sets, but you need greater clarity around isolate collection criteria. That's really a key thing. And understanding these collection criteria will tell you why you're seeing more or less resistance in different data sets. We've also highlighted some limitations of existing data sets like GLASS. Limited availability, as I said, it's only a subset of GLASS that were available to access publicly, which is obviously annoying for research purposes. In GLASS, you're only presented sort of grouped resistance rates, so you don't have that isolate level information, which can be very interesting to look at when you want to look at multi-drug resistance. So information on bacteria that are resistant to multiple very specific antibiotics. And then overall, the idea behind this is again to provide reliable data for future research by taking these different data sets, trying to pull them together. Anyone who's interested in doing trend analysis, burden estimates, machine learning needs these type of data. So understanding them, being able to pull them together and then do something useful out of them is basically a very good way forward. So team effort as always. So thanks to Eve, Alexandra, and Lola for this. And on the bottom left, you see the disclaimer that I am forced to put for this. So as I've told you, it's not really a very annoying thing to do. So again, if you're ever interested in this, worth looking into it because it's, yeah, you can find some very interesting insights in those data sets. Thank you. Ah oui. Et des mains levées, je crois. Oh là là. Trop loin pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Donc, merci beaucoup, Quentin. Il y a une main levée par Lucia. J'ai Lucia et Simon. Vous mettez maintenant les 2 noms. Comme ça, je ne peux pas toujours dire c'est Simon qui pose toutes les questions. Merci, Quentin, et bravo pour la présentation. Si je comprends bien, le but, c'est après essayer de convaincre les industriels qu'il faut qu'ils mettent en commun leurs données. C'est un peu ça le but. Enfin, est-ce que cette mise en commun, elle est déjà effective quelque part ou le but, c'est de convaincre que ce sera vraiment utile? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas... Le but, je dirais pas que c'est de convaincre de mettre les industriels, que les industriels mettent en commun leurs différentes bases de données, parce que là, ça leur demanderait vraiment des efforts qui sont, je pense, au-delà de ce qui va les intéresser. Pardon, on a un écho énorme sur le... Je sais pas si... par contre, le but, c'est de montrer que ces bases de données peuvent être combinées. Et donc, encore une fois, le but, c'est pas de demander aux industriels de le faire, mais c'est de montrer qu'on peut le faire, qu'il y a une valeur à le faire, et que ça peut être, c'est pas forcément nous qui devons le faire, mais au moins un organisme tiers qui le fait. Par contre, sur ton point de convaincre les industriels de faire quelque chose, alors oui, techniquement, ce que ça montre, c'est essayer de convaincre les industriels de partager leurs données. Et ça, c'est des efforts qui existaient avant même que nous on fasse ça. En fait, c'est des efforts qui sont derrière toute la collecte de ces bases de données. C'est vraiment un effort qui a été fait de demander aux industriels de partager leurs données pour que des chercheurs puissent les réutiliser. Et ça a bien marché parce que, par exemple, la thèse de Eve, elle utilise les données Atlas dont j'ai parlé dans cette présentation. Donc, il y a vraiment cette volonté maintenant des différentes compagnies d'essayer de partager leurs données une fois qu'on leur explique que ça ne leur coûte pas grand-chose et que c'est quand même très sympa et très utile pour tout le monde. Il y a...
Ton micro est coupé, Simon. Maintenant, c'est bon? Non, il n'est pas coupé. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ouais. Pardon. Oui, est-ce que tu sais pourquoi beaucoup de pays n'ont pas participé à GLAS, type les États-Unis? Des grands géants démographiques qui n'y participent pas et qui voilà, limitent un peu la portée d'une initiative globale qui est effectivement la plus recommandable dans ce jeu de données. Ouais, je suis très content que tu aies remarqué les États-Unis, parce qu'en gros, quand on a fait cette carte, justement, à un moment, on s'est dit, mais attends, mais pourquoi il n'y a pas les États-Unis en fait? Genre, est-ce qu'on a vraiment fait une erreur de fou sur l'encodage? Et en fait, non, c'est que vraiment, si tu veux accéder aux données publiques de Glass, en fait, tu peux pas télécharger l'intégralité des données qu'ils présentent dans leur rapport officiel. Donc, les États-Unis, techniquement, sont inclus dans Glass et techniquement, ils donnent les données. Et si tu regardes le dernier rapport, donc le rapport sur les données de 2020, je crois, tu vas voir les États-Unis. Mais le problème, c'est que pour récupérer les données, en tout cas, as far as we know, c'est pas possible. Donc en fait, c'est vraiment un blocage au niveau là de Glass qui rend pas forcément toutes les données disponibles. Et ça, c'est un peu dommage aussi. Ouais. Donc finalement, il n'y a pas que les industriels qui doivent faire un effort, mais voilà, l'OMS aussi. OK, il y a une question de Maëlys. Oui, merci Quentin. J'avais une question, c'était dans les données que tu as des industries, est-ce que tu as, peut-être que c'est passé un peu rapidement, mais est-ce que tu as la date exacte de prélèvement ou tu as juste l'année? On a juste l'année. Ah ouais, ok. Parce que du coup, je m'étais dit que tu aurais pu, enfin, cette histoire de saisonnalité, ça, vous auriez pu le regarder par base de données, mais du coup, c'est pas possible. Exactement, ouais. Tu as complètement raison, mais malheureusement, on peut pas sur ça parce que ça présente juste l'année. Et du coup, côté Vively, parce que là, vous avez gagné le prix, mais est-ce que tu sais si c'est un truc qu'ils font remonter directement auprès des entreprises pharma ou c'est parce que là, vous avez eu accès aux données, mais c'était un accès qui était temporaire, c'est ça? Maintenant, vous n'y avez plus accès. Sur Vively, en fait, quand tu veux vouloir accéder à ces bases de données, tu dois soumettre une requête à travers leur portail où tu dis bonjour, je souhaiterais accéder à ces bases de données-là pour faire un projet de recherche sur X, Y, Z. C'est un truc court, tu l'écris en 300 mots, quoi, même pas. Et après, ils te disent ok, d'accord, bah tiens, voilà les données, fais ce que tu veux et puis tiens-nous au courant en mettant bien dans ce que tu publies le petit disclaimer qu'il y avait en bas à gauche sur la présentation. Donc, en fait, c'est assez flexible sur ça. Donc, en fait, avoir ces données-là, ouais, voilà. Après, ton autre question, c'était sur... Pardon. Est-ce que après Vively, eux... Ah oui, est-ce qu'ils le disent? Oui, ils le disent parce que dans les membres du jury du prix, il y avait des industriels. Il y avait une personne de Pfizer, il y avait une personne de je sais plus qui d'autre. Donc en fait, les industriels, ça les intéresse de savoir quand même ce qu'on fait de ces bases de données, ce qu'on pense de ces bases de données. Après, est-ce qu'ils le prennent en compte directement? Ça, je ne sais pas. Il faudrait aller espionner pour savoir ce qu'ils font. Mais en tout cas, ils font quand même l'effort de suivre un petit peu ce qu'on raconte et ce qu'on pense de ces bases de données-là. Donc, on peut espérer quand même que ouais, pour la suite, ça pourrait être intéressant et qu'ils continuent de l'améliorer. Et du coup, ils vous ont, parce que vous aviez genre 5 minutes de présentation, je sais pas, 5 minutes de questions, je sais pas si ils vous en ont posé beaucoup, mais est-ce que du coup les industriels vous en ont posé et c'était spécifiquement, tu vois, genre sur votre travail? Ouais, bah là, tu vois, ils ont les questions qu'on avait, ouais, ils étaient intéressés par justement le fait qu'on avait combiné ces bases de données. Ils ont trouvé ça très intéressant. Et il y avait une question très pertinente aussi qui a été posée sur la source des différents isolats. Donc, quand j'ai présenté là, à un moment, j'ai dit, bah, en fait, dans les bases de données des industriels, tu as une colonne qui te dit où est-ce que l'isolat a été récupéré. Est-ce que c'est dans 100 000 personnes, urine, etc. Et du coup, on a une question sur ça, mais en fait, ça, est-ce que vous avez essayé de le prendre en compte quand vous harmonisez, vous recombinez ces bases de données? Et nous, en fait, on n'a pas eu le temps de prendre ça en compte parce qu'on était limité dans le temps, on avait 30 jours pour faire ce travail.
Et du coup, on a juste tout agrégé sans prendre en compte la source des isolants. Maintenant, pour le papier derrière, on essaie de prendre ça en compte. C'est probablement les colonnes les plus énervantes à essayer d'harmoniser entre les bases de données parce qu'ils appellent tous leurs trucs complètement différemment. Et donc, c'est horrible. Mais en tout cas, c'était une des questions qui avait été posée par je ne sais plus de quelle compagnie elle était, la membre du jury, mais c'était une question de pharma. Ok, désolée. Et après, j'ai juste un dernier commentaire et je termine. Désolée pour capérer la parole. Après, sinon, tu sais, dans IRSNet, donc là, c'est au niveau européen, ils regardent que les hémocultures pour justement essayer de s'affranchir des problèmes de différence de collecte. Donc, peut-être que, je sais pas, juste regarder. Peut-être que si tu compares simplement les données d'infections invasives entre glace et toutes les autres, peut-être que tu élimineras justement là où tu as le plus de, tu vois, le plus de variabilité, quoi. Plus de différence. Ouais, c'est possible. Merci. On avait commencé à regarder ça à un moment et au final, on l'avait drop parce qu'il y avait justement des problèmes sur identifier les bonnes sources parce que le formatting est très inconsistant entre les différentes bases de données, donc on n'a pas eu le temps de faire ça. Mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de comparer justement par source. Donc ouais, je te tiendrai au courant une fois que toutes les variables auront le même nom. Ok, merci. Mélisse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, on passe à Julie qui est dans les starting blocks pour aborder sa thématique. Donc, Julie, tu étais interne à l'unité jusqu'à très récemment. Et tu es où maintenant? Dans quel service? On voit que tu es dans un service, tu as fait un internat de médecine, oui. Ouais, du coup, ouais, là, je suis. Merci, Judith. Donc, moi, je suis interne d'hépato-gastroentérologie. Et là, je suis interne en Bourgogne et actuellement, je suis dans le service d'hépato-gastroentérologie dans les soins intensifs, du coup, en gastroentérologie au CHU de Dijon. Bon, merci beaucoup d'avoir réservé ton temps, ce créneau pour nous parler aujourd'hui de ce que tu as fait ici avec Yusuke. Je pense oui, Yusuke est aussi là. Et voilà, donc si tu veux partager ton diaporama. Ouais. Donc, sans surprise, c'est sur l'hépatite, la prévention des hépatites. Sinon, c'est le traitement éventuellement. Ouais, c'est sur un marqueur intranucléaire de l'hépatite B. Hein. Je vais vous expliquer. Très bien, merci. Donc, bonjour, je vais vous présenter le travail que j'ai fait avec Yusuke pendant les 5 mois à l'Institut Pasteur, juste avant de venir à l'hôpital à Dijon. Donc, c'est une revue systématique et une méta-analyse sur la signification clinique d'un marqueur intranucléaire de l'hépatite B qui s'appelle le CCC-DNA chez les patients porteurs d'une hépatite B chronique. Donc, le contexte. L'hépatite B, c'est une infection qui est assez courante, qui touche 257 millions de personnes dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'hépatite B est responsable de nombreuses complications, notamment d'insuffisance hépatocellulaire aiguë sur un foie malade. Ça peut être responsable de cirrhose, qui est l'état, le foie est tellement malade qu'il ne marche pas bien. Et il est également responsable du cancer de foie, donc c'est le carcinome hépatocellulaire. Et en fait, finalement, quand on regarde un peu dans les différents outils qu'on a pour essayer de comprendre l'hépatite B, notamment les sérologies, les PCR de l'hépatite B, etc., il n'y a pas un seul marqueur qui va prédire de façon très précise qui c'est qui va développer les complications et quand est-ce qu'ils vont les développer. Typiquement, par exemple, le cancer du foie chez les patients porteurs d'une hépatite B chronique peut arriver chez un patient qui a un foie qui est sain et donc sans cirrhose, et il peut également arriver chez des patients qui ont un foie avec une cirrhose, donc un foie malade. Et donc en fait, on ne sait pas qui c'est qui va développer le cancer.
Qui c'est qui va développer la cirrhose, qui c'est qui va développer les deux, qui c'est qui va devenir jaune et qui aura besoin de greffe, on ne sait pas. Voilà, donc finalement, en fait, l'histoire naturelle de l'hépatite B chronique, de cette infection, est assez difficile à prédire avec les outils à l'heure actuelle. Et donc, on se pose la question de ce marqueur intranucléaire qui est le CCC-DNA, qui est en fait un outil actuellement de recherche, et de savoir quelle est sa place pour comprendre un peu l'histoire naturelle de l'hépatite B chez les patients qui ont une hépatite B chronique. Peut-être juste voilà, ça c'est un petit schéma pour essayer de comprendre un peu ce que c'est le CCC-DNA. Donc en fait, le CCC-DNA, c'est un mini-chromosome de l'hépatite B qui va s'insérer un peu partout dans différentes cellules, mais surtout dans les hépatocytes, donc dans les cellules du foie, et dans le noyau en intranucléaire du coup de l'hépatocyte. Et c'est un petit chromosome qui est extrêmement stable et c'est très très dur de s'en débarrasser. Donc en gros, le virus va infecter l'hépatocyte, donc la cellule du foie, et puis ensuite il va passer par différentes étapes et se retrouver sous forme de CCC-DNA dans le noyau. Et en fait, c'est extrêmement dur de s'en débarrasser parce qu'il n'y a aucun traitement qui va cibler directement le CCC-DNA. Donc en fait, le CCC-DNA va rester tout le long dans l'hépatocyte. Et ce CCC-DNA va permettre la réplication des ARN qui va en fait permettre de continuer à ce que le virus de l'hépatite B se produise dans les hépatocytes et circule dans le sang. Voilà. Et donc, voilà, donc c'est en fait à cause de ce CCC-DNA intranucléaire dans les hépatocytes qu'on a cette hépatite B, cette infection chronique à l'hépatite B, et que c'est très difficile de guérir de l'hépatite B, et qu'on a ce qu'on appelle aussi des hépatites B occultes. En gros, c'est des gens qui n'ont pas, sur les prises de sang, ils n'ont pas de marqueurs d'hépatite B actifs, mais en fait, quand on va regarder dans le foie, ils ont de l'hépatite B, ils ont du CCC-DNA. Voilà. Et en fait, ce CCC-DNA, c'est lui qui est la matrice principale de la reproduction du virus dans l'individu qui est porteur de l'hépatite B chronique. Et donc, en fait, comment on mesure ce CCC-DNA? Donc, c'est dans le foie. Donc, on doit avoir une biopsie hépatique, qui est un geste assez invasif parce qu'on va aller, on va aller anesthésier la zone et puis on va les prélever. Donc, il y a des risques de saignement, etc. Et en fait, comme ça reste un outil de recherche encore, il n'y a pas de vraie standardisation de la méthode de mesure. Globalement, il y a deux grandes familles de méthodes. Il y a les méthodes PCR et les méthodes non PCR. Les méthodes PCR sont celles qui sont le plus utilisées actuellement et qui sont quand même les plus sensibles et les plus spécifiques. Et donc, en fait, quand on regarde la littérature du CCC-DNA, il y a pas mal d'études qui ont été faites qui mesurent le CCC-DNA. Mais en fait, il n'y en a aucune qui va mesurer l'association qui va analyser l'association entre les différents clinical outcomes qui sont importants dans l'hépatite B et le CCC-DNA intrahépatique. On ne sait pas si le fait d'avoir beaucoup de CCC-DNA va faire plus de cirrhose, va faire plus d'insuffisance hépatique, va faire plus de cancer, ou au contraire, moins de cirrhose, ou le contraire en fait. On ne sait pas. Voilà. Donc en fait, l'objectif de cette revue systématique et méta-analyse a été d'essayer de comprendre un peu l'association qui existait entre le CCC-DNA intrahépatique et les différentes étapes importantes dans la clinique de l'hépatite B chronique et chez les patients avec une hépatite B occulte. Donc, on s'est intéressé à l'ensemble de ces différentes clinical outcomes, donc la survie globale, la récidive d'un cancer du foie, le carcinome hépatocellulaire, la séroconversion de l'antigène HBE, la séroclérance de l'antigène HBE, donc soit c'est l'antigène qui disparaît, soit l'antigène disparaît et on crée des anticorps, donc on est mieux. On a aussi évalué la réponse virologique, notamment au traitement, l'échec virologique au traitement,
l'insuffisance hépatocellulaire aiguë qui peut aller jusqu'à la greffe hépatique, et la normalisation du bilan hépatique, les ALAT, après avoir commencé un traitement antiviral contre l'hépatite B. Et les objectifs secondaires ont été de voir ces différents outcomes et cette association avec le cccDNA intrahépatique en sous-groupe, donc soit sur les différents cofacteurs donc qui peuvent abîmer le foie et faire de la cirrhose, donc l'alcool, le syndrome métabolique, donc le fait qu'on soit diabétique, un peu en surpoids, ou les co-infections assez typiques avec le VHB type VIH, hépatite C et hépatite D. Éventuellement en sous-groupe sur les différents traitements antiviraux, parce qu'il y en a plusieurs dans l'hépatite B. S'il y a une histoire familiale de cancer de foie, le génotype de l'hépatite B, parce qu'il y en a plusieurs, en fonction des différents cut-offs qui ont été utilisés pour la détection du cccDNA intrahépatique et comment ils ont différencié des différents groupes de cccDNA, beaucoup de cccDNA et pas beaucoup de cccDNA, les techniques de cccDNA, parce qu'il y en avait plusieurs, c'est ce que je vous avais dit, les risques de biais, les origines des patients, et en fonction du baseline de l'état hépatique, donc s'il y avait une cirrhose, s'il y avait de la fibrose, sans cirrhose, ou le taux d'ALAT, donc d'enzymes du foie dans le sang, et en fonction des différentes étapes de la vie de l'hépatite B. Donc en gros, si c'était des gens qui étaient transplantés hépatiques à cause de l'hépatite B, si c'était des gens qui avaient une cirrhose ou des gens qui avaient un cancer, etc. Voilà. Donc la revue systématique, elle s'est basée sur une stratégie de recherche qui était très très large. Donc en gros, on s'est basé sur 2 mots, donc hépatite B et cccDNA, donc extrêmement large. On s'est basé sur 3 sources de données différentes, PubMed, Web of Science et Embase. Et donc en gros, c'était depuis des données il n'y a pas eu de restriction de langue. Et on a analysé tous les textes qui sont là depuis le début jusqu'à le 4 juillet 2023. Voilà. Donc les critères d'inclusion pour que les articles soient éligibles à notre revue systématique et méta-analyse, il fallait que ça soit un article original, un original article. Donc on a dû malheureusement exclure les revues systématiques parce qu'on n'avait pas forcément le temps de tous de les analyser. Ça devait être des articles avec des études longitudinales, donc soit c'était des études de cohorte prospectives ou rétrospectives, ou c'était des études cliniques qui étaient randomisées ou non randomisées. Et bien sûr, ça devait inclure des patients qui étaient porteurs de l'hépatite B chronique ou qui avaient une infection à l'hépatite B occulte et qui avaient bien évidemment une biopsie hépatique avec une mesure du cccDNA intrahépatique au début. Et après, il fallait que les différents clinical outcomes que je vous avais présentés précédemment soient évalués, que l'association avec le cccDNA soit évaluée soit en hazard ratio, soit en risque ratio, en odds ratio ou à l'aide de courbes de Kaplan-Meier. Donc la méthodologie, donc on a fait le first screen et le second screen, donc en gros le screening des titres et des abstracts, puis le screening en lisant tout le texte avec 2 reviewers, donc moi-même et une collaboratrice japonaise. On était indépendants et voilà, donc si on n'était pas d'accord, on faisait appel à Yusuke qui prenait la décision finale. On n'a pas ajouté manuellement les références des études qu'on a inclus et comme on avait exclu les revues systématiques, on n'a pas inclus non plus les articles qui étaient dans la revue systématique. On a extrait les données pareil à 2 avec le reviewer de façon indépendante sur une base de données, sur un file Excel qu'on avait déjà bien prédéfini avant. Et ce qu'on a fait pour les mesures, c'est parce qu'on avait, on verra après, mais j'avais pas forcément beaucoup d'articles pour faire des méta-analyses. Donc quand j'avais un hazard ratio, je poolais que les hazard ratios. Par contre, si j'avais pas assez d'hazard ratio pour pooler, mais que j'avais des risques relatifs, je poolais les hazard ratios et les risques relatifs. Et si malgré ça, en poolant les 2 types les hazard ratios et les risques ratios, si j'avais pas assez, je prenais l'odds ratio, même si c'était pas forcément tout à fait la même chose. Toutes les méta-analyses ont été faites sur Stata
Et en ce qui concerne les différentes outcomes qui ont été mesurés par un Kaplan-Meier, on les a détaillés dans un résumé narratif. Et ensuite, on a évalué le risque des biais en utilisant l'échelle de Newcastle-Ottawa, pareil avec deux investigateurs différents, enfin deux investigateurs qui étaient indépendants. Donc ça, c'est le flowchart de notre vue systématique. Donc avec les 3 sources de données, on avait initialement 5744 articles. Il y avait beaucoup de duplicata, et donc en retirant les duplicata, on est descendu à 2914, à qui on a regardé le titre et l'abstract. Et donc au final, on avait 503 articles pour un full text screening, et on en a exclu au total 469 pour avoir à la fin 21 articles et 20 études, parce qu'il y avait 2 articles qui étaient basés en fait sur une même étude, mais avec des mesures, dont le clinical outcome était mesuré à des temps différents. Voilà, donc globalement, on avait accès à pas mal de... Enfin, il y avait seulement 15 papiers, on n'avait pas accès à l'article. Publication. Donc ça, c'était les articles qui n'étaient pas des original articles, donc on en a exclu 319. 4 parce que c'était pas sur des patients avec une hépatite B chronique, souvent c'était des études sur les souris par exemple. On a exclu toutes les études qui n'étaient pas des études longitudinales, donc là il y en avait 62. Ça c'était en général quand le CCC-DNA n'était pas mesuré en baseline mais à la fin de l'étude, donc ça ne nous intéressait pas. Ça c'était quand les outcomes ne nous intéressaient pas. Et il y avait 53 articles qu'on a dû exclure parce qu'il n'y avait pas d'hazard ratio, de risque ratio, enfin de risque ratio ou d'odds ratio du CCC-DNA sur le clinical outcome, donc on en a quand même éliminé beaucoup. Voilà, et donc ça c'est parmi les résultats de la méta-analyse, donc pour la survie globale. Donc là on a pu inclure 3 articles avec 462 patients avec une hépatite B chronique. Et donc là, on voit que le diamant n'est pas significatif. Donc on a un risque relatif poolé à 1, donc qui comprend 1. Donc on n'a pas d'association significative entre le taux de CCC-DNA et la survie. Et on peut voir qu'il y a quand même un peu d'hétérogénéité parce que là, il y a 2 études qui ne sont pas dans le même sens. Hop. Ensuite, pour la récurrence, la récidive de carcinome hépatocellulaire, pareil, le diamant n'est pas significatif. Donc là, on avait 3 études avec 426 patients porteurs d'une hépatite B chronique. Et donc le diamant est à 1,01 avec un intervalle de confiance qui comprend 1. Et pareil, on a quand même 2 études qui sont un peu contradictoires. Ensuite, pour l'échec thérapeutique, l'échec au niveau de la réponse virale après traitement chirurgical ou par traitement antiviral, là, pareil, on a poolé 7 articles avec au total 164 patients avec une hépatite B chronique et le diamant de la méta-analyse n'est pas significatif. Il est à 1,83 avec un intervalle de confiance qui comprend 1. Et pour la réponse virale, pareil, on a pu inclure 3 articles avec 67 patients porteurs d'une hépatite B chronique. Et le diamant, il n'y a pas d'association significative entre la réponse virale et le taux de CCC-DNA intrahépatique, avec un diamant qui à 1,01 et un intervalle de confiance qui comprend 1. Et pareil, toujours un peu de... il y a des études qui montrent le contraire. Et en ce qui concerne par contre l'HBE, l'antigène HBE, la clairance de l'antigène HBE, qui est une étape très importante dans l'hépatite B, qui est une étape positive. En fait, c'est plutôt une bonne chose de faire une séroclairance à l'antigène HBE. Donc là, le diamant, il n'est pas significatif, avec un pool de risque ratio à 0,79 et un intervalle de confiance qui ne comprend pas 1. Mais par contre, contrairement aux méta-analyses des autres outcomes, là, on a des études qui sont toutes dans le même sens. Donc en fait, là, le fait d'avoir un taux de CCC-DNA plus élevé
quand on a un taux de cccDNA plus élevé, on serait potentiellement on ferait moins d'HBE, moins d'antigènes HBE séroclérance, donc c'est moins bien. Mais voilà, c'est pas significatif, mais toutes les études sont dans le même sens. Et ensuite, quand on regarde pour l'antigène HBE, la séroconversion de l'antigène HBE, donc là, on retrouve à peu près les mêmes résultats que dans la méta-analyse que je vous ai montré tout à l'heure sur la séroclérance de l'antigène HBE. Donc là, on retrouve pareil. Bon, là, on n'a pas pu faire de méta-analyse parce qu'on n'avait que 2 études, donc pas assez pour faire une méta-analyse. Mais voilà, on retrouve un hazard ratio et un risque relatif qui est dans le même sens que la méta-analyse pour la séroclérance de l'antigène HBE. Et donc, mais pareil, à chaque fois, ça comprend pas, l'intervalle de confiance comprend 1, donc c'est pas significatif. Voilà, et donc potentiellement, en gros, ces 2 choses nous montreraient que quand on a un cccDNA qui est très élevé dans le foie, potentiellement, on ferait moins de séroconversion ou de séroclérance de l'antigène HBE, l'antigène HBE, donc ça serait quand même moins bien. Donc en conclusion, finalement, dans notre méta-analyse et dans notre revue systématique, on n'a pas trouvé d'association statistiquement significative entre les différentes étapes de l'hépatite B et le taux de cccDNA intra-hépatique. Voilà. Sauf, en tout cas, on n'a pas trouvé de résultats significatifs non plus pour la séroclérance de l'antigène HBE et la séroconversion de l'antigène HBE, mais tout est dans le même sens, contrairement aux autres méta-analyses des autres outcomes qu'on a fait. Donc, on pourrait quand même se poser la question, mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup de cccDNA empêcherait pas quand même de faire la séroconversion et la séroclérance de l'antigène HBE? Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y avait quand même un peu d'hétérogénéité dans les études mises à part pour cet outcome concernant l'antigène HBE, avec des études qui quand même retrouvaient des choses, des risques ratios ou des atteintes ratios, ou des autres ratios qui étaient contraires. Voilà. Donc les limites de cette revue systématique, le plus et le moins. Le plus, c'est que c'est la première méta-analyse en fait sur l'association entre le cccDNA intrahépatique et les différentes étapes de l'hépatite, de l'infection à l'hépatite B chronique. C'est vrai qu'en fait, on ne sait pas finalement à quoi, quand on regarde la littérature, il y a un énorme knowledge gap. On ne sait pas pourquoi on mesure le cccDNA dans le foie, en fait. On le mesure en disant, ah bah tiens, quand on met le traitement, ça diminue, donc c'est plutôt bien. Mais en fait, on ne sait pas quoi en faire. Est-ce que le fait d'en avoir beaucoup ou moins, ça veut dire quelque chose? On ne sait pas. Voilà. Et ensuite, on a quand même eu une stratégie de recherche qui était très, très large. On se base uniquement sur 2 mots, cccDNA et hépatite B. Donc, je pense que même si on a exclu les revues systématiques et les articles non originaux, à mon avis, on n'a quand même pas, on n'a pas perdu beaucoup d'articles. Voilà. Et ensuite, les points un peu négatifs de cette revue systématique et de cette méta-analyse, c'est qu'on ne peut pas généraliser ce qu'on a retrouvé à tous les patients porteurs d'une hépatite B chronique. Probablement dû au geste assez invasif qui est la mesure du cccDNA intrahépatique, parce qu'en fait, il faut une biopsie du foie. Et les hépatologues sont assez frileux à l'idée de faire des biopsies du foie à tout le monde parce que risque de saignement. Il y a quand même c'est pas un geste anodin et il y a des complications. Donc finalement, il y a eu une sélection un peu des gens qui ont pu avoir une biopsie hépatique. Donc c'était souvent les transplantés parce que du coup on avait le foie qui avait été explanté, donc ça a été analysé là-dessus, ou des gens qui ont été opérés pour un carcinome hépatocellulaire, donc pour un cancer du foie, donc du coup on a pu analyser le cccDNA là-dessus. Ou des gens qui ont eu un traitement et donc il y a eu un essai thérapeutique, donc là c'était plus cohérent, c'était pas aberrant de faire une biopsie hépatique, donc ça choisit un peu ça concerne pas tous les patients avec une hépatite B chronique en fait. Ensuite après il y a sur le plan statistique, il y a quand même beaucoup de limites à cette revue systématique et cette méta-analyse, parce que la plupart des effect measures qu'on a mesurés étaient quand même en univarié. Donc, il faut quand même se méfier un peu du résultat. Et puis ensuite, on a quand même poolé des hazard ratios, des risques ratios ensemble de préférence. Et quand on n'avait pas le choix,
l'eau de ratio aussi. Mais ça arrivait qu'une seule fois pour l'eau de ratio. Mais en théorie, normalement, il faut pouler les hazard ratios ensemble, les risques ratios ensemble et les eaux de ratio ensemble. Donc, il y a quand même, voilà, il y a une limite statistique à ça. Donc ça, il faut bien avoir en tête cette idée-là. Et l'ensemble des études qu'on a incluses étaient considérées comme de mauvaise qualité sur l'échelle de Newcastle-Ottawa. Donc, pour ces raisons-là, il faut quand même prendre avec pincette les résultats qu'on a trouvés dans cette revue systématique et méta-analyse. Et donc là, la discussion qu'on a après avoir fait cette revue systématique et cette méta-analyse pour essayer de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de plus grâce à cette étude qu'on a faite avec Yusuke. En fait, on a réalisé qu'il y avait quand même des techniques qui étaient assez différentes en fonction des différentes études. Et probablement que ça pourrait expliquer en partie l'hétérogénéité qu'on a trouvée dans les différents résultats des risques relatifs et hazard ratio qui étaient contraires. Et donc, en fait, il y a une urgence de standardiser cet examen, cette mesure de CCC-DNA intrahépatique, parce que peut-être que la méthode d'amplification peut être la même, mais ils n'utilisent pas forcément les mêmes primers, ils n'utilisent pas forcément... l'amplification n'est pas faite sur un temps déterminé, la température avec laquelle ils font l'amplification n'est pas la même en fonction des différentes études, etc. Donc il y a vraiment une urgence de bien standardiser cette méthode la mesure de CCC-DNA intrahépatique. Et finalement, on réalise qu'il y a toujours en fait un knowledge gap très important sur ce que peut apporter le CCC-DNA intrahépatique. On ne sait pas ce qu'en fait sert ce marqueur dans l'hépatite B et l'impact qu'il peut avoir dans l'histoire naturelle de l'hépatite B. Et après, ce qui pourrait être très intéressant et ce qu'on va essayer de faire, c'est que il faudrait essayer de faire une méta-analyse avec les données individuelles en fait des patients pour peut-être, pour augmenter la puissance statistique de cette méta-analyse. Parce que finalement, par exemple, c'est ce que je vous avais montré dans le flowchart initialement, on a exclu quand même 55 articles parce que les résultats n'étaient pas stratifiés sur les outcomes n'étaient pas stratifiés sur le CCC-DNA. Mais en fait, si on arrivait à récupérer les données de ces articles-là, les données individuelles, en fait, peut-être on trouverait un résultat statistiquement significatif. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir laissé présenter mon travail que j'ai fait avec le docteur Yusuke Shimakawa. Merci beaucoup à Yusuke et à l'Institut Pasteur de m'avoir accueilli pendant ces 5 mois en stage. Et évidemment, l'INSERM qui m'a aussi aidé parce que c'est eux qui gèrent le CCC-DNA en France. Merci beaucoup, Julie. Applaudissements. C'est une très bonne chose de revenir en fait pour présenter le travail. Finalement, on a pas mal de gens qui présentent après leur départ et c'est super intéressant de voir tout cela. Donc aussi pour ceux qui sont là, qui préparent quelque chose, qui disent « Ah, je n'aurai pas le temps de présenter, vous allez peut-être avoir l'opportunité de revenir pour présenter. » Voilà, donc on a peut-être juste quelques minutes pour poser quelques questions. Allez-y, donc on commence à être expert de l'hépatite B, hein, mine de rien. Maëlys. Merci. J'avais juste une question sur la durée de suivi des patients dans chacune de ces études, parce que du coup, on est sur des patients qui sont atteints d'une hépatite B chronique, mais est-ce que dans certaines études, je sais pas, le suivi, ça a été simplement pendant 1 an, d'autres, ça a été pendant 5 ans, enfin voilà. Est-ce que vous aviez ces données-là dans les études et est-ce que vous avez comparé pour voir lesquelles étaient, on va dire, peut-être un peu plus robustes que les autres ou, voilà. Globalement, il y avait juste pour une donnée où c'était pas très clair la durée pour du suivi. Mais en fait, par exemple, les études pour l'efficacité du traitement, c'était des études très courtes en fait. C'était sur 48 semaines. En général, c'était le temps du traitement antiviral et puis on voyait un peu la réponse au traitement antiviral. Après, on avait des études qui étaient un peu plus sur un suivi un peu plus long et ça, c'était souvent plus pour les études sur la récurrence du cancer du foie.
parce que là, du coup, ils avaient un suivi pendant plusieurs années, et souvent, c'était quand même des études rétrospectives. Hein. Parce que le cccDNA, c'est assez récent, en fait. Et donc, du coup, souvent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ressorti un peu les prélèvements qui avaient été faits, ils les ont mesurés, puis ensuite, ils ont regardé un peu de façon rétrospective comment avaient évolué les gens. Et après, il y avait une chose, par contre, qui n'est pas bien, surtout pour les études de cohorte, c'est que souvent, je n'avais pas forcément les perdus de vue. Et ça, voilà, ça aussi, c'est une limite importante de cette revue systématique. Merci, Julie. Merci. Simon ou Lucia? Oui, c'est moi. Merci et bravo, Julie. C'est cool de voir le boulot. Voir deux choses. On ne t'entend pas très bien, Simon. Oui. Alors, je ne sais pas comment faire, mais je m'approche, c'est mieux. C'est déjà mieux, oui. Donc, Yuzuki travaille là-dessus depuis des années, mais il y a tout un travail pour essayer de comprendre, d'essayer de prédire les complications de l'hépatite B chez les porteurs chroniques. Quel est l'espoir du cccDNA, qui est un examen visiblement assez invasif puisqu'il nécessite une biopsie hépatique par rapport à toutes les méthodes non invasives de mesure de fibrose, ADN, BHB, etc. Est-ce qu'on a un peu l'espoir que ce soit mieux que tout ça pour justifier toutes ces investigations? Globalement, là, enfin, ouais, en fait, le problème de l'hépatite B majeure, c'est que les traitements qu'on a ne permettent pas, comme pour l'hépatite C, de guérir de l'hépatite, en fait. Le traitement va juste permettre de diminuer la charge virale, voire de la négativer, mais on n'en guérit pas, en fait, parce qu'on peut à tout moment redévelopper et refaire de l'hépatite B et refaire de... Enfin, voilà. Et donc, en gros, là, il y a des recommandations de l'ISOL, qui est en fait les recommandations européennes de l'hépatite B qui sont sorties en 2018. Et justement, ils ne vont pas traiter tout le monde parce que c'est un traitement qu'on doit prendre à vie si on prend le traitement. Donc, ils ont essayé de stratifier un peu et de déterminer quelles étaient les personnes à qui il fallait donner un traitement parce qu'ils étaient plus à risque de développer des complications. Et donc, en fait, il n'y a pas un seul marqueur qui va dire « Ah, lui, il faut faire attention, il faut qu'on le traite ». Mais en fait, c'est plein de marqueurs différents qui vont mettre un peu ensemble. Et quand on a une combinaison de certains de ces marqueurs, et ben là, on va traiter parce qu'ils sont plus à risque de développer des complications. Typiquement, par exemple, ceux qui ont déjà développé des complications, qui ont déjà une cirrhose, eux, on ne se pose pas la question, on va traiter. Parce que quand on a une cirrhose qui est confirmée, on a 3 à 5% par an de risque de cancer du foie. Donc là, le risque n'est pas négligeable. Mais sauf qu'en fait, on ne sait pas parmi tous ces cirrhotiques qui c'est qui va développer le cancer et quand est-ce qu'il va le développer. Ce qu'on sait juste, c'est que 3 à 5% des gens vont développer un cancer, donc ceux-là, on les traite par un traitement antiviral au long cours. Et ensuite, ceux qui ont une hépatite chronique, donc en gros qui ont des enzymes du foie qui sont très élevées, donc ça veut dire que probablement que l'inflammation est responsable l'inflammation due à l'hépatite B est responsable d'une cytolyse, donc en gros d'une nécrose des cellules du foie, et donc potentiellement plus à risque de développer une cirrhose. Et donc ces gens-là, typiquement, on va les traiter. Et par exemple, pour le fibroscanner, c'est un examen à la base qui avait été développé pour les camemberts, qui mesure à quel point le camembert est moelleux ou pas. Et ben en fait, ça, on l'a transposé au foie et ça permet de mesurer un peu la dureté du foie. Et par exemple, quand on a, en fait, avant d'être cirrhotique, souvent, on peut avoir une fibrose. Et la fibrose, elle peut être F1, F2, F3 et F4, c'est la cirrhose. Et donc, par exemple, quand on est très fibrosé, ben, on est plus à risque de développer une cirrhose, donc on a plus envie d'aller traiter. Donc, il y a des recommandations de l'ESEL de 2018 et qui stratifient donc, en fonction du bilan hépatique, plus en fonction des résultats en fonction du bilan hépatique, en fonction des résultats de l'échographie, etc. Et ben, ils vont instaurer des traitements un peu comme ça. Mais en fait, on ne peut pas dire « Ah, lui, il va faire un cancer dans 2 ans ». On ne peut pas. Merci. cccDNA, vous m'entendez toujours pas? Là, on est sur plusieurs. Alors, je crains juste qu'on va devoir arrêter parce qu'on est 15h06 et bon, Simon, je t'invite à
contacter ta consoeur pour la suite de la discussion. La prochaine fois que vous voyez un graphique en camembert, vous pensez à Julie. Et voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Laura, la prochaine fois, de votre côté, c'est Aurélie Morin. Non, je vois juste sur à le côté de programme. C'est là. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Bonjour, Aurélie. Et de notre côté, c'est justement Simon qui va se lancer. Et donc, pour rappel, c'est mardi 19 décembre déjà. Ce n'est pas le vendredi, c'est bien le mardi à 14h. Ouais. Exactement. Juste avant Noël, ce sera la session festive. Voilà, avec bonnet et tout. Exactement. Concours des vélos de Noël à l'occasion de cette séance. Voilà. Aurélie vient de s'engager à mettre un pull de Noël. Sinon... D'accord, super. On va vérifier. Voilà. Bon. Bon, sur ça, bonne période pré-Noël et donc jusqu'au 19. Et merci encore, Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Au revoir.